Je dis: «Je suis grosse», ouais, je suis grosse et donc? Et ça enlève ce pouvoir, blessant à ce mot qui aurait jamais dû l'être finalement. Quand je parle, d'une amie grande, je vais dire, ma grande amie et puis moi je suis grosse, je suis la grosse amie. Enfin, c'est pas grave quoi. C'est descriptif, ça n'a pas de caractère, péjoratif donc bah oui, on est gros, on le sait, tout va bien. On est des personnes comme les autres. Le fait d'être gros ne fait pas de nous, des sous-êtres humains, contrairement à ce qu'on nous fait vivre quasiment tous les jours, que ce soit, chez le médecin ou juste dans les représentations, collectives qu'il y a partout et qui nous excluent sauf, pour faire des blagues. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Un podcast à soi. De Charlotte Bien-Aimée. Épisode 3. Le gras est politique. Je me suis toujours trouvée trop grosse. Au collège, je me souviens, je cachais mes fesses sous des t-shirts longs. Je les détestais. Elles me paraissaient disproportionnées. Pourtant, j'étais mince. Aujourd'hui, j'ai toujours un corps dans la norme, mais j'ai souvent envie de maigrir. Je réfléchis à mon alimentation, je veux faire attention. Pas seulement pour me sentir bien, mais pour changer, pour mincir. C'est quelque chose de très présent. Je ne suis pas grosse, je ne suis pas obèse, je n'expérimente pas les stigmatisations et discriminations vécues par les femmes grosses que vous allez entendre. Je suis privilégiée. Mais leurs récits m'ont fait réaliser que tout en étant bien consciente de la pression sociale exercée sur le corps des femmes, j'en étais encore prisonnière. Ce podcast à soi interroge tout cela. Des normes qui pèsent sur nous toutes, à la haine et la peur des corps gros. Une peur qui commence très tôt, puisque la plupart des femmes que j'ai rencontrées ont été mises au régime dès l'enfance, comme Olga, 28 ans. Aussi loin que je me souvienne, en fait, ma famille a toujours surveillé mon alimentation, même quand ma courbe de poids était, entre guillemets «normale». Parce que je viens d'une, famille de femmes qui sont, pas minces, pas grosses, mais pas minces et ça les a toujours complexées, notamment vis-à-vis du regard, masculin et c'est quelque chose qu'on m'a tout de suite, inculqué. Il fallait pas trop manger, il fallait pas reprendre, ni de salé, ni de sucré, j'avais pas de sucreries, de goûter et cetera à la maison. Il y a pas très longtemps, ma mère m'a raconté de manière, mais totalement décontractée qu'à 4 ans, j'ai pris un bout de pain dans la corbeille, sur la table, je l'ai regardé, je l'ai reposé et je me suis mise à pleurer. Elle m'a demandé: «Qu'est-ce qu'il y a?» et j'ai dit: «Bah, si je le mange, je vais grossir» et elle me racontait ça, comme si c'était normal. Alors que c'est elle qui, à 4 ans quand même, m'a fait, conscientiser que, si je mangeais trop, j'allais grossir, si je grossissais, c'était mal. Je me dis: «C'est tôt quand même pour avoir, intégré ces codes, et ces violences». J'avais des joues, un visage un peu rond, j'étais un petit peu potelée, mais voilà, j'étais juste pas, filiforme et ça faisait peur quoi. Que je sois pas une fille comme il faut, jolie, bonne à marier et cetera et cetera. À force d'intégrer tout ça, j'ai fini par faire mon premier régime, pendant les vacances d'été, entre la 6e et la 5e. J'ai perdu 11 kilos pendant les 2 mois d'été, sous un tonnerre d'applaudissements général de toute ma famille. J'ai vu que le regard de tout le monde a changé, tout le monde me félicitait, c'était bien. J'étais partagée, j'étais contente de me sentir plus jolie dans le regard des autres, mais moi je me voyais pareil, finalement. Dans l'année qui a suivi, j'ai eu mes premières règles, donc les hormones et cetera. J'ai repris énormément de poids et je me suis stabilisée, jusqu'à environ mes 15 ans. Là, clairement, j'étais ce qu'on peut appeler ronde, et ma mère a commencé à me refaire du chantage pour que je perde du poids. Tout le temps, la bouffe, le poids, l'apparence. Je le vivais comme une injustice et il y avait ni risque pour ma santé, j'étais pas spécialement grosse, je devais faire 1,40 mais bon. J'ai eu une rupture amoureuse, ouais, qui a fait que, j'ai quasiment pas mangé pendant une semaine parce que j'étais triste et cetera et cetera. Donc naturellement, j'ai perdu du poids, très vite et plus je perdais, plus j'avais envie de perdre et ça a commencé à déraper parce que, je me pesais matin et soir, avant les toilettes, après les toilettes. Je passais des heures à regarder, mon ventre, il fallait absolument qu'il soit creux. C'était vraiment devenu une obsession, j'allais me faire vomir après tous les repas. J'ai aussi commencé, du coup à me mutiler. Parce que, clairement, il y avait un gros mal-être qui accompagnait tout ça. Je me sentais, plus jolie, mais c'était
À travers l'image que me renvoyaient les autres, moi, je me voyais toujours en souffrance et dans cette envie qu'on me foute la paix, quoi. Donc voilà, cette période-là a duré quasiment 2 ans. Bon, ma mère a fini par me surprendre à me faire vomir. Elle m'a emmenée voir une psy et j'y suis allée 2 fois. Et la perspective d'y retourner m'a tellement traumatisée parce que j'ai vraiment détesté ça que les choses se sont un peu faites d'elles-mêmes, quoi. Il y avait ça, il y avait le bac qui approchait, etc. Je me suis un petit peu détendue. Peut-être que je commençais à développer une sorte de colère vis-à-vis de tout ça. Ça n'a pas été très très simple parce que forcément, après autant de privations, ça a quand même été une violence de m'alimenter à nouveau. J'ai beaucoup repris de poids malgré le fait que je faisais toujours autant de sport. Et j'ai essayé à peu près tous les régimes possibles et imaginables. Et entre chaque régime, forcément, j'ai fait du yo-yo. J'ai repris plus de poids que ce que j'avais perdu. Et c'est ça qui m'a fait grossir en fait au fil des ans, devenir la grosse qu'on avait peur que je devienne. C'est à force de faire des régimes. Ouais. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à me dire je touche plus à rien. Donc ouais, j'ai continué à grossir. Et une fois que j'ai passé la barre des 100 kilos, finalement, ça a été une libération. Je me souviens qu'un médecin m'avait dit qu'il fallait surtout pas, hein, tant qu'on reste en dessous, ça va. Alors que j'étais déjà grosse et déjà avec un IMC qui dépassait, entre guillemets, la norme. Voilà, j'ai dépassé ces 100 kilos et je me suis dit, ça y est, enfin, je suis la grosse que vous aviez peur que je devienne. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à autre chose ? En préparant cette émission, j'ai été en contact avec de nombreuses femmes grosses. Toutes, comme Olga, m'ont parlé de leur mère. Des rapports souvent conflictuels qu'elles entretenaient avec elle à cause de la nourriture, des régimes, du poids. Ça m'a frappée. J'en ai parlé à Solène Karoff, elle est sociologue et a réalisé une thèse sur les femmes en surpoids et obèses en Allemagne, en Angleterre et en France. Il faut se rappeler quand même que ce sont les mères qui s'occupent principalement des pratiques alimentaires des enfants et des pratiques de santé des enfants. Et du coup, les mères, en fait, retraduisent parfois leur propre insatisfaction corporelle. Et du coup, elles vont contrôler aussi, effectivement, l'alimentation de leurs filles ou essayer de les mettre au régime lorsqu'elles vont prendre un peu de poids, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez dramatique, puisque du coup, ça va justement conduire à un contrôle de l'alimentation de l'enfant qui, à un moment donné, soit va complètement lâcher prise et du coup, prendre beaucoup de poids un peu en contrepoint de ce contrôle permanent, soit au contraire, essayer de continuer ce contrôle et entrer dans des régimes permanents avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Même bébé, hein, il y a des mères qui peuvent être très contrôlantes sur ce que le bébé va boire, par exemple, parce qu'elles veulent pas qu'il grossisse trop. Mais ça, il faut vraiment comprendre que c'est un comportement qui traduit les normes sociales. Il y a une norme de minceur qui est particulièrement forte en France, beaucoup plus forte, par exemple, qu'en Allemagne et en Angleterre, où j'ai travaillé, qu'on peut tout simplement constater en ouvrant un magazine féminin, où on va voir que les mannequins proposés ou les modèles de femmes proposés sont des personnes qui sont extrêmement minces. C'est d'ailleurs assez peu courant de voir à la télé des femmes qui sont juste de corpulence normale. Donc il y a quand même une question qui se pose en termes de genre, là, en termes de normes esthétiques et sociales, qui différencie vraiment les hommes et les femmes sur cette question et qui a des conséquences importantes, puisque justement, notamment, ce sont les femmes qui font beaucoup plus de régimes que les hommes et qui sont beaucoup plus insatisfaites sur leur rapport au corps et leur rapport à la corpulence et qui veulent beaucoup plus que les hommes maigrir. On imagine les jeunes garçons qui vont manger des pizzas et des bières, on va imaginer les jeunes filles qui vont manger des salades. Je trouve que c'est très caricatural, mais c'est très révélateur de notre société où on va trouver normal qu'une fille mange de la salade et dise « Non, j'ai pas faim, je vais pas manger de burger », alors qu'on va considérer qu'un homme doit manger de la viande, doit manger des aliments solides, doit manger beaucoup, doit manger gras, ou en tout cas, sans même considérer qu'il doit le faire, on va considérer que c'est moins grave s'il le fait. Alors qu'on imagine assez peu une jeune fille de 18 ans dans un rapport de séduction, on l'imagine assez peu manger un énorme burger avec une énorme pinte de bière. Et voilà, ça ne va pas correspondre en fait à l'idéal de la féminité qui existe dans notre société, où les femmes doivent se contrôler, doivent aussi contrôler leur corporalité. Elles doivent aussi être moins bruyantes, moins expansives, prendre moins de place. Donc c'est vrai que dans l'espace public, une femme qui est très grosse, elle prend beaucoup de place, elle est très visible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Un homme a beaucoup plus de place dans l'espace public de manière générale. Il a plus le droit, on l'écoute plus, il a plus le droit d'interrompre quelqu'un qui parle, plus le droit de s'exprimer, d'être bruyant, d'avoir des comportements visibles. Et du coup, un homme qui est en surpoids, il est visible, certes, mais finalement...
C'est moins choquant chez lui. Rapetisse. Tu parles trop, tu prends trop de place. Ferme la bouche quand tu manges, ferme la bouche quand tu parles. Ne te resserre pas. Tu es sûre que tu veux prendre ça ? Parle moins fort, tu fais ton intéressante. Tu parles trop de ta vie, tu te rends compte qu'on entend que toi ? Arrête ton cinéma. Ne crie pas, moins fort, tout le monde te regarde. Rentre dans le rang. Prends sur toi, consume ta propre matière. Consume-toi, fonds, réduis. Diminue-toi. Ce texte a été écrit par Lucie. Elle me l'a confié comme un trésor. Lucie est illustratrice de bande dessinée et depuis peu, elle dessine des corps de femmes grosses. Elle aussi a été mise au régime très tôt par des médecins aux pratiques peu bienveillantes. On me disait, alors t'aimes les glaces, t'aimes les gâteaux, t'aimes les frites. Si je disais, non, mais j'aime aussi les haricots verts, on se moquait de moi ou des choses comme ça. On me demandait de montrer des photos des portions que je prenais, ils avaient des cahiers avec les... Enfin, toutes ces choses-là, c'est vraiment une culture de la culpabilisation. En plus, j'avais ce profil de bon élève, je voulais toujours donner la bonne réponse. Et du coup, c'était une situation assez insupportable pour moi parce que j'étais en tort. Et quand je revenais, j'avais pas perdu de poids par rapport à la dernière fois, je me faisais gronder, je me faisais infantiliser. Je veux dire, même en ayant 6-8 ans, j'avais l'impression qu'on me parlait comme si j'en avais 3. Enfin, c'était... Je pensais vraiment que j'étais difforme. Je me prenais beaucoup de remarques sur ma corpulence qui était, à mes yeux de maintenant, absolument pas un problème, quoi. Juste une morphologie différente. C'est-à-dire, j'étais la petite fille qui a le corps un peu un haricot très cambré avec le petit bidon en avant, comme ça, et je vois des photos de moi dans mon juste corps de GRS en train de faire ma petite chorégraphie, et je trouve ça adorable, quoi. Mais à l'époque, c'était horrible pour moi d'être en juste corps avec toutes les autres filles hyper minces. Enfin, le contraste entre moi et les autres personnes était insupportable à vivre. Mais parce qu'on m'avait conditionné à y faire attention. Avant cet âge-là, je réfléchissais absolument pas à ces choses-là. Et à partir du moment où on est une petite fille, on commence à se dire « Ah bah, de quoi j'ai l'air ?» On n'est plus dans l'insouciance, quoi. L'adolescence, je supporte pas mon corps. Je me souviens d'avoir eu des pensées vraiment extrêmement, extrêmement sombres sur mon corps. Je voulais couper mon ventre, je voulais couper mes cuisses, Et finalement, c'était vraiment... tout était dans ma tête, quoi. Enfin, c'est ça le... Encore une fois, je revois des photos et je me dis, mais quelle jeune femme adorable. C'est une espèce de soulagement et en même temps une tristesse terrible d'être retombée sur toutes ces photos de moi parce que je me suis dit, wow, c'est du gâchis. Je me suis rendu compte que cette jeune fille que je voyais, elle avait tout pour elle et à part elle-même, la seule personne dont elle aura eu besoin, c'est qu'elle-même soit de son côté, en fait. Et elle aurait été invincible à ce moment-là, quoi. Je me disais que l'amour, c'était pas pour moi, que la sexualité, ça me concernait pas non plus. Et j'avais cette vision extrêmement sombre que si quelqu'un voulait de moi, je serais un objet sur lequel on agirait et pas un acteur de cette sexualité. Et c'est moi qui commence à demander les régimes de ma propre initiative. Et ma mère qui pense bien faire et qui me laisse, qui m'encourage là-dedans, qui m'achète les trucs de la pharmacie avec les lotions de plantes à boire en même temps... que les régimes, qui m'emmènent voir des diététiciens. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à manger en cachette et ce genre de choses, en fait. Jusqu'à ce que je fasse une très grosse dépression suite à la résurgence de souvenirs traumatiques liés à mon enfance, notamment des choses d'ordre sexuel. Et à partir de là, en fait, tout ce qui s'était passé avant avec la nourriture, c'est-à-dire le fait de mettre au régime, de me culpabiliser, toutes ces petites névroses-là se sont transformées en un bon gros trouble du comportement alimentaire. J'ai fait de l'hyperphagie, du coup je me suis mise à manger pour juste survivre à ce que j'avais dans la tête en permanence, quoi. J'ai une petite dent envers la façon dont la société parle des troubles du comportement alimentaire parce que... le trouble du comportement alimentaire le plus glamour à avoir, entre guillemets, bien sûr, parce qu'évidemment, c'est horrible d'en avoir, quel que soit celui qu'on a, c'est l'anorexie. Parce que l'anorexie, c'est une forme exacerbée du contrôle que la société nous incite à avoir sur notre corps. Donc on a de l'empathie pour quelqu'un d'anorexique, c'est le pauvre, etc. La boulimie, c'est quand on mange et qu'on se fait vomir.
Il y a une forme de rédemption, vous voyez, c'est-à-dire, on regrette, on va quand même essayer de contrôler. L'hyperphagie, c'est le péché ultime. On mange, juste on mange en fait. On mange dans des quantités extrêmes. Moi, c'était surtout le fromage, le pain, les pâtes, ce genre de choses. J'avais des fixettes sur certains aliments, j'allais au supermarché, j'étais vraiment comme un zombie, je pouvais pas faire autrement. C'est vraiment psychologique, mais ça fonctionne exactement comme une addiction. On va pouvoir faire autre chose tant qu'on n'a pas fait sa crise, tant qu'on n'a pas mangé. On va anticiper, qu'est-ce que je vais manger, il va falloir que j'aille acheter ça et que je le mange, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pris un certain nombre de kilos et je suis rentrée dans l'obésité. Ça y est, j'ai été grosse. J'avais atteint le point de non-retour, le terrible destin qu'on me prédisait depuis l'enfance, la chose à éviter à tout prix. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toujours en vie et que j'étais toujours une personne et que j'avais toujours des amis et que j'avais toujours une sexualité et que j'étais toujours intéressante et que peut-être le problème, c'était pas moi. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à aller sur Internet et à me renseigner un peu sur ce qu'était la grossophobie. T'as vu la grosse? T'as vu le boudin? Oh là là, le monstre. C'est sûr, faut être à 4 pour la satisfaire. Tu parles, le lit va s'effondrer. Hippopotame. Burk, c'est vraiment répugnant ces bourrelets. Les très très maigres sont à l'abri. On les insulte rarement, on les plaint plutôt. Les pauvres. À coup sûr, ils sont malades. Mais les très gros, les trop gros, on ne les rate jamais. On ne se retient pas. On y va sans vergogne. Comme si les rondeurs et la graisse amortissaient les coups. Comme si les gros ne sentaient rien, étaient incapables d'émotion. Anne Zamberlan a écrit ces lignes en 1994. Elles sont issues du livre « Coup de gueule contre la grossophobie ». Anne Zamberlan est une des premières à employer ce mot en France. Il est aujourd'hui de plus en plus utilisé. Il désigne les stigmatisations et discriminations subies par les femmes grosses dans l'espace public, au sein de la famille, au travail, à l'hôpital. Ce sont des remarques, des regards, des insultes, des commentaires. C'est un patron de restaurant qui, lors d'un entretien, vous annonce qu'il ne peut vous embaucher parce que vous dissuaderiez les clients de reprendre un dessert. C'est un médecin qui passe à côté du bon diagnostic car il estime que tout est lié à votre poids. C'est en faisant un séjour à l'hôpital que Lucie s'est rendue compte de ce qu'était la grossophobie médicale et qu'elle a pu mettre des mots sur ce qu'elle vivait jusque-là de manière générale. Tout le monde y allait de cette petite remarque. Les assistants anesthésistes, les docteurs, les infirmiers, tout le monde avait cette façon de me traiter qui était différente. L'assistant de l'anesthésiste qui me demande mon poids et ma taille la veille de l'opération, quand je lui dis mon poids de tête, qui fait « Ah ouais, faudrait faire quelque chose quand même. » Je me suis dit, j'aurais dû lui répondre, je fais un régime entre maintenant et demain 6 heures. Vous avez peur de pas avoir assez de produits dans l'hôpital? Enfin, ça se passe comment? Un autre problème aussi, je me suis rendu compte, beaucoup d'infirmiers prenaient pas la peine d'aller chercher le brassard qui correspondait à ma taille de bras, à mon tour de bras. Que le brassard faisait à peine le tour de mon bras. On me demandait de le tenir. Du coup, quand ils gonflaient le brassard pour prendre la tension, ça faisait une tension anormalement élevée. Et eux, ils se disent « Ah bah c'est normal, elle est grosse, elle a forcément une tension élevée. » Et ça fait des relevés qui sont complètement faux, en fait. J'ai eu droit, on m'a demandé si j'avais une bas de contention, c'est-à-dire assumer que j'ai des problèmes circulatoires parce que j'étais grosse alors que j'en avais aucun. La nourriture d'hôpital, je pense que tout le monde est au courant, c'est pas génial. D'office, en fait, on a coché la case diététique ou léger, alors que j'avais absolument rien demandé. Les personnes se sont dit, elle est grosse, on va lui mettre le régime diète, quoi, tant qu'à faire. On m'a donné des vêtements d'hôpital qui n'étaient pas à ma taille. C'est plein de micro-agressions, en fait, qui font qu'on se sent extrêmement mal, quoi. Et le fait que, par exemple, j'aille voir pour un rhume, pour une otite, et le médecin, il va rajouter le petit... Et il faudra penser à perdre du poids, en plus, et c'est le petit truc, genre, on va oublier, quoi. Alors que les gens nous regardent dans la rue, alors que notre mère nous regarde quand on se resserre, quand on rentre à la maison, alors qu'on se fait insulter par les adolescents, alors que... Enfin... Quand on va consulter un médecin, on s'attend à trouver de la compassion et de l'aide, pas à se retrouver blâmé
Et il y a vraiment cette idée que quand les gros sont gros, c'est de leur faute, qu'on peut rien pour eux parce qu'ils doivent se gérer eux-mêmes, alors qu'on vit dans une société où clairement c'est pas désirable d'être gros et que tout le monde fait tout pour ne pas l'être. Ça m'amuse pas particulièrement de devoir commander mes vêtements sur internet ou de les chercher ailleurs que dans des boutiques. Ça m'amuse pas particulièrement d'avoir peur à chaque fois que je prends rendez-vous avec un médecin, de me poser des questions sur si une chaise va se casser ou pas quand je m'assois dessus. Personne n'a envie de ça, c'est absolument pas. Donc dire que les gens le font parce qu'ils le veulent ou parce qu'ils peuvent pas se contrôler, et encore une fois, le fait de ne pas pouvoir se contrôler, ça peut être un trouble psychique, donc c'est toujours pas de la faute de la personne, quoi. C'est cette moralité super étrange associée à l'apparence physique, parce qu'il y a plein de personnes minces qui ont un comportement autodestructeur ou quoi que ce soit, et on ne va pas leur faire de remarques. Une place ou 2 places dans les avions pour les passagers obèses. Air France, bien qu'ayant déjà été condamné pour avoir fait payer double tarif à un obèse, remet ça. La compagnie aérienne veut faire payer double fauteuil aux passagers obèses, quitte à leur rembourser, si l'avion n'était pas plein, la place supplémentaire. Cela choque. Et bien pourtant, je considère qu'Air France a raison. En effet, il faut distinguer dans notre vie collective ceux qui sont 100% victimes d'un handicap et ceux qui peuvent avoir une part de responsabilité. Il y a des obèses qui le sont à leur corps défendant. C'est génétique, c'est une maladie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis, il y a ceux qui payent le prix, en étant obèse, de comportements alimentaires dérégulés, d'un manque de volonté, d'un manque de violence qu'on se fait à soi-même pour que son personnage, son individu, son corps ne crée pas des problèmes à la collectivité, notamment dans les transports en commun. Comment distinguer l'obésité subie de l'obésité dont on est responsable? Ce n'est pas évident et cette polémique ne fera peut-être pas avancer cette connaissance. Mais il faut que notre société puisse regarder en face ce qui relève de l'état de victime. On a subi quelque chose et la collectivité est solidaire. Et ce qui relève de l'état de responsable. On a des difficultés, mais on en est responsable parce qu'on n'a pas su, par son manque de volonté, échapper à cette fatalité. On a eu ce débat dans ce pays sur les fumeurs, l'aura-t-on, sur ceux qui, par dérégulation de leur régime alimentaire, sont obèses. Cet édito de Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, a fait réagir de nombreux militants et militantes anti-grossophobie. Parmi elles, Daria Marx. Ah, voilà. C'est maintenant qu'on arrive. Tout le monde s'est fait engueuler. Tu t'es perdu. 35 ans, banlieusarde, grosse, blonde, énervée, comme elle se définit sur son blog. Ils nous regardaient à fond, tu vois. Et il y en a une qui est sortie du groupe, qui nous a laissé marcher. Et les Benjons disaient, excusez-moi, je cherche une bande de grosses, vous n'avez pas vu, elles sont par là. Il y a un an, elle a fondé avec Eva le collectif Gras Politique pour faire changer les mentalités, lutter contre les discriminations et politiser le combat. On n'est pas là pour dire qu'être gros c'est bien ou qu'être gros c'est pas un danger, qu'il n'y a pas de comorbidités qui vont avec l'obésité. C'est pas du tout ça qu'on défend. On dit juste que tous les gros ne souffrent pas de toutes les comorbidités liées à l'obésité et que les gros doivent être embauchés, soignés, logés, considérés comme des citoyens normaux. D'abord, l'obésité, c'est un problème de pauvres en France. Quand on est une famille avec peu de moyens, la nourriture, c'est souvent le seul moyen qu'on a de faire plaisir à ses enfants, de faire plaisir à ses proches. Donc il peut y avoir ce rapport-là à la nourriture. Il y a aussi le fait que quand on a 2 parents qui travaillent ou qui ont de très petits moyens, c'est beaucoup plus sympa d'acheter des plats tout prêts qui goûtent bon, même s'ils ne sont pas bons pour vous. Et donc c'est beaucoup plus simple de faire ça que d'aller au marché bio, acheter, à Paris, le cours du poivron bio, il est à 4,99 le kilo, quoi. Quand tu es au RSA, tu n'achètes pas 1 kilo de poivron à 4,99, tu achètes 20 nuggets de poulet à 1,20 €, quoi. Eva et Daria sont féministes. Elles ont voulu que leur collectif le soit aussi. Parce que les femmes grosses sont à l'intersection de 2 formes de discrimination, le sexisme et la grossophobie.
Une femme grosse doit en faire plus. Elle doit obligatoirement rentrer dans des canons d'hyper-féminité. Sinon, elle ne sera pas regardée. Donc, il faut qu'elle mette ses seins en avant parce elle est censée avoir des gros seins puisqu'elle est grosse. Il faut qu'elle soit très féminine. On a l'image de la grosse pin-up un peu. Et elle est un peu une grosse acceptable. Une grosse, elle ne peut pas être un peu à genre, sans genre dans son expression, dans la manière de s'habiller. Si moi, aujourd'hui, je mets juste un jean et un vague t-shirt, on va me dire « Oh là là, tu pourrais faire un effort. Déjà que t'es grosse, fais un effort. » Mais en fait, non. Pourquoi alors que sur une personne mince, on dirait « Oh là là, un rien l'habille, elle est délicieuse. » Moi, j'ai pas le droit de pas m'habiller parce qu'aux yeux de la société, je passe pour une grosse souillon. Donc c'est extrêmement violent. Et puis, les femmes sont soumises, et ça, maintenant, on commence à le savoir, à un diktat de la beauté, de la minceur, de l'épilation, du maquillage, de la manière d'être en société. Et chez les grosses, tout grossit. Donc on est encore plus impacté par ce diktat. Et comme on ne rentrera pas dans les cases dans lesquelles on nous demande de rentrer, on déborde de ces cases, on court derrière une image fantasmée de la femme toute notre vie et on s'épuise à le faire, quoi. Oui, il y a eu une époque, c'était la brindille à la Kate Moss. Quelques années avant, c'était les supermodèles avec 90, 60, 90. Mais il y a toujours une injonction sur le corps de la femme. J'ai des amis qui sont hyper normés ou qui sortent un tout petit peu de la norme et pour qui c'est un calvaire absolu de vivre dans leur corps, quoi. Mais parce qu'elles ont beau tout faire pour courir après l'image de la norme, elles arrivent jamais à y coller à 100%. Et alors moi, je suis grosse, donc j'y colle pas à 90%, mais elles y collent pas à 1%, et ce 1%, il est dramatique, quoi. Et c'est des gens qui sont en lutte avec eux-mêmes toute leur vie, qui surveillent tout ce qu'ils bouffent, vont prendre des compléments alimentaires, des coupes fins, des diurétiques, qui vont se forcer à faire du sport même s'ils y trouvent aucun plaisir, qui vont adopter toutes les modes et qui seront toujours à la recherche d'eux-mêmes, quoi, et à la recherche de l'amour d'eux-mêmes. Et moi, je pense qu'il est pas dans la norme, l'amour de soi, et je les plains beaucoup. Mais ça, à mon avis, c'est à décorréler un peu de la grossophobie parce que toutes les femmes subissent les injonctions, mais toutes les femmes ne subissent pas la grossophobie. La grossophobie, c'est une oppression particulière. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, luttez avec elle. Elle s'appelle Glitter. Elles sont une petite dizaine à militer au sein du collectif Gras Politique. Parmi elles, Amandine. Look androgyne, voix douce, elle monte de temps en temps sur scène. Vous entendez la bande-son de son dernier numéro de burlesque, dans lequel elle danse nue, devant un miroir, puis s'habille au fur et à mesure de vêtements que les émissions télé de relooking déconseillent aux femmes grosses. Il faut d'abord assumer ses rondeurs. Le doré, le moulant, les shorts, les barésiles. Une manière d'imposer une diversité des corps, de s'autoriser à exister. Parce que bien souvent, les femmes grosses sont invisibilisées, mises à l'écart, comme le raconte Lucie. Je travaillais dans un hôtel, j'étais hyper maltraitée par le staff. Ils essayaient de me parler le moins possible, et quand il y avait un problème, ils se défoulaient sur moi. Et puis j'ai une collègue mince qui est arrivée, puis d'un coup tout le monde était gentil avec elle et lui expliquait tous les trucs que moi on aurait dû m'expliquer pour pas que j'apprenne sur le tas, quoi. En gros, je tenais le bar dans un hôtel et je devais gérer les transats de la piscine attenante et apporter des consommations autour de la piscine et tout. Moi, je savais pas faire des cocktails, enfin, c'était pas mes qualifications. Ma collègue, il lui apprenait à faire des cocktails, il lui faisait les yeux doux, il passait tout le temps la voir, ça va, comment ça va et tout. Et puis moi, il me disait, va chercher 10 kilos de serviettes à la buanderie, quoi. Je me faisais beaucoup plus engueuler et il y avait une beaucoup plus basse tolérance pour n'importe quelle erreur, quoi. Parce que j'étais pas jolie, d'après leurs critères, quoi. Et je me suis rendu compte que sur la fiche du personnel, sous mon nom, ils avaient écrit Bibendum, sous le sien, ils avaient écrit la viande. Je crois que ça résume assez bien ce qui se joue, en fait, quoi. Dans tous les cas, on perd, quoi. Et j'ai beaucoup eu affaire à des hommes hétérosexuels qui parlent aux filles seulement s'ils les trouvent attirantes. Et par exemple, ça m'est beaucoup arrivé d'avoir des gens qui parlent comme ça, et puis moi je rentre dans la conversation, et puis ils font « ouais », et ils tournent la tête comme ça, ou ils me parlent pas. Et il y a ce truc vraiment très étrange de pas se sentir considéré du tout. D'ailleurs, ça s'est produit même quand j'étais adolescente, et ça a contribué à mon absence totale d'activité amoureuse et sexuelle, c'est que j'étais considérée pas comme une fille, en fait, par les garçons, et ils avaient aucun mal à parler des autres filles de manière dégueulasse devant moi, en fait.
qui parlaient entre eux de ce qu'ils avaient fait à qui, comment, de quelle fille était facile. Des fois, ils parlaient de mes amis, même, devant moi. J'ai vraiment eu l'envers du décor très très tôt parce que j'étais considérée comme désexualisée, en fait. Et du coup, moi, je me suis jamais fait draguer par des gens de mon âge. Je me suis toujours fait draguer par des vieux, dégueulasses. Et quand je me faisais draguer par des gens de mon âge, en général, c'était parce qu'ils avaient perdu un pari. Rapetisse. Prends moins de place. Tout le monde te regarde, pour les mauvaises raisons. Rentre dans le rang. Et alors, peut-être ta vie pourra commencer. Et alors peut-être tu seras bien traité. Peut-être que tu seras aimé. Peut-être que tu auras accès au plaisir. Peut-être que tu seras regardé de la bonne manière. Peut-être que tu arriveras à te regarder et à te voir vraiment. Peut-être que tu pourras t'aimer. Peut-être. Olga a elle aussi expérimenté les discriminations sexistes et grossophobes. Je me suis retrouvée exclue du marché, quoi. Parce que j'étais pas jolie, parce que pas mince, plus tard parce que ronde, aujourd'hui parce que grosse. Ça a aussi attiré des prédateurs, notamment à 13 ans. Mon premier copain, c'était une personne qui me disait qu'elle en avait 21, qui en avait en fait 27. En fait, elle a repéré le mouton malade dans le troupeau, quoi. Comme j'avais une recherche de validation, de tendresse, cette personne a repéré cette faiblesse chez moi et s'en est servi pour me manipuler. On est sortis ensemble quelque temps, il a beaucoup insisté pour avoir des relations sexuelles. J'ai cédé sur certaines choses, pas sur d'autres, et puis j'ai rapidement vu que ça allait pas, en fait, parce qu'il s'intéressait aussi à ma meilleure amie de l'époque qui avait juste 1 an de plus que moi, donc là j'ai compris que ça allait pas. Donc j'ai réussi à m'en sortir rapidement. C'était une violence psychologique que physique, mais c'est quand même très grave. Et c'était pas le seul, après c'était des expériences plus courtes, mais globalement mes relations que j'ai eues avec les hommes plus tard, c'était beaucoup centré autour de ça. C'est qu'on me faisait une faveur en s'intéressant à moi, et du coup il fallait que je sois le paillasson, quoi. C'est comme si le fait qu'ils s'intéressent à moi, c'était déjà suffisant, ils avaient rien d'autre à faire pour maintenir notre relation à flot, et que c'était à moi de faire tout le boulot, d'être jolie, d'être séduisante, de faire la conversation, de faire le programme, de faire le ménage, enfin de tout faire en fait. Parce que ils me faisaient quand même la faveur de s'intéresser à moi alors que j'étais un gros tas, quoi. Il y a eu ça, et puis plus tard, il y a aussi eu les adorateurs du gras, qui ont ce fameux discours « Ah bah ça, c'est une vraie femme avec des formes », ou « Je préfère les grosses fesses », ce genre de discours-là. Et pour moi, c'est tout aussi violent, en fait, parce que ça me ramène toujours à ma condition de grosse. Je suis que ça. Ils peuvent pas s'empêcher de faire la remarque, ils peuvent pas être juste avec nous, il faut qu'ils le disent. Ce qui pose aussi problème avec ça, c'est que souvent ces hommes-là vont prendre des femmes grosses comme maîtresses, mais ils vont plutôt s'afficher en public avec des minces parce que ils ont pas envie de passer pour des pervers, parce que comment on peut aimer le gras ? Je me suis coupée des relations avec les hommes pendant quasiment 4 ans. Parce que j'avais pas envie de faire face ni au rejet parce que j'étais grosse, ni à l'objectivation. J'avais plus la force, quoi, de dealer avec ça. C'est par ici. Ah, si tu viens pour le yoga. Ah bah voilà, donc tu viens pour le yoga. Pour se libérer, oser dire les souffrances et trouver la force, Eva et Daria organisent régulièrement des groupes de parole entre femmes grosses. Elle propose aussi aux femmes qui les rejoignent des sorties collectives à la piscine et des cours de yoga respectueux de toutes les corpulences. Moi, en tant que femme grosse, faire du yoga, ça m'a réconciliée avec la partie de mon corps qui m'interdisait de vouloir faire du sport, en fait. Depuis que je suis toute petite, dans tous les cours de PS, dans toutes les activités sportives, j'étais la grosse qu'on choisit en dernier dans les équipes. J'étais la grosse à qui le prof de sport dit de faire 2 tours de piste de plus parce que je mérite bien de perdre un peu de gras. Donc j'ai toujours été extrêmement stigmatisée, extrêmement discriminée dans toutes les activités sportives. Et là, je me rends compte que mon corps, il peut faire, en fait. Malgré tout ce qu'on a voulu me dire, mon corps, il peut faire. Et ça, c'était extrêmement satisfaisant. Et là aussi, les gens se rendent pas compte que dire aux gens fais du sport, mais les traiter comme des merdes quand ils vont en faire, ça non plus, ça aide pas à perdre du poids, quoi. Mais ça participe à la grossophobie. Videz complètement les poumons et on va inspirer pour chanter. On nous a répété qu'on n'était pas capable, quoi. Et là, on se rend compte qu'on est capable.
on sent des parties de notre corps qu'on n'avait plus senties, on se réconcilie avec les contours de notre corps, parce que parfois on l'a tellement détesté, c'est tellement un outil de violence et de douleur qu'on le met de côté. Et avec le yoga, on réappréhende les contours de notre corps et on réapprend, si ce n'est à l'aimer, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer son corps, c'est un long travail, mais au moins à l'habiter, quoi. Moi, ça me blesse gravement quand j'entends une grosse me dire « je m'autorise pas à ». Et ça, moi, c'est plus jamais. Moi, je m'autorise tout. Tout ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de mettre comme fringues, je vais les mettre. Tout ce que j'ai envie de dire, je vais le dire. Voilà, je veux plus jamais qu'on m'interdise quelque chose ou m'interdire quelque chose sous prétexte de mon apparence physique. C'est fini. L'été, je mets des mini-shorts, je monte mes bras, j'en ai rien à faire. Et j'aimerais tellement donner un peu de ça, en fait, aux femmes grosses qui osent pas. Parce qu'une fois qu'on a un peu de ça et qu'on arrive à le faire grandir, c'est une vraie force. Ça soigne pas le monde, c'est pas ça qui fera cesser la grossophobie, mais ça permet quand même de profiter de la vie beaucoup mieux. Comme Daria, Olga et Lucie ont décidé de ne plus rien s'interdire. Un processus long, mais libérateur. Chacune à leur manière, elles militent pour déconstruire les mécanismes qui mènent à la grossophobie et accompagnent les femmes vers une réappropriation de leur corps. Olga a créé le blog The Utoptimist et poste régulièrement des photos d'elle sur son compte Instagram. J'ai fait une photo face à ma fenêtre, assise, face à la caméra, juste en culotte. Je suis tout bourrelet, toute cellulite, tout poil, toute vergeture dehors. Donc on voit mon gras des fesses. Il y a même un bouton. Mais bourrelet, je suis là, je m'excuse pas d'être là. Lucie crée des bandes dessinées et vient de terminer un jeu vidéo qui invite à expérimenter la grossophobie quotidienne. Bon, j'ai découvert qu'être une femme non conforme, c'était ce que j'avais vécu. J'ai découvert les mécanismes derrière le fait que je l'avais aussi mal vécu, d'être non conforme. Et après, par extension, je me suis rendu compte que quand on essayait d'être conforme ou quand on l'était, c'était pas mieux non plus. J'ai remis ma souffrance spécifique dans un contexte plus large de comment la société traite les femmes, traite les corps. Donc, qu'il y avait des choses à faire, des choses à pas laisser passer et des choses à remettre en question. arteradio.com. C'était un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée, en partenariat avec le mensuel Cosette. On se retrouve le premier mercredi du mois de janvier pour un épisode consacré aux parentalités féministes. Vous écoutez Arte Radio. J'aime bien, moi, me faire épiler. C'est net, ça fait beau. Si tu mets une belle culotte, on voit pas des petits trucs qui dépassent. Je trouve ça plus joli. Ça fait longtemps que je me fais épiler, hein. Tous les mois, à peu près. Je suis très décomplexée, c'est-à-dire que je peux aimer m'épiler, je peux vraiment aimer être très poilue longtemps, en fait. Quand mes poils, ils sont bien longs, ça part mieux, en fait, avec mes poils à moi. Elle est pas d'accord, la professionnelle. C'est pas que ça part mieux, c'est que t'as la chance que ce soit pas trop fourni. Si tout le monde faisait comme toi, j'aurais vraiment l'impression d'être une tortionnaire, en fait. J'ai horreur de ça, de faire mal aux gens. Donc j'ai plein de subterfuges pour faire diversion. Et là, l'été dernier, j'avais instauré le karaoké épilation. Ça donne envie aux gens de revenir plus vite et on peut... Tu chantes quand tu te fais épiler, c'est ça? Exactement, tu choisis ta musique. Mais on faisait déjà avant. Il y a des gens qui viennent, ils ont leur playlist. Poils soient nus. Ils se jettent sur moi. Qu'elle m'épile, qu'elle me tue. Qu'elle m'arrache ma vertu. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 59. Le sens du poil. Ça va, c'est pas trop chaud? Non, ça va. Attention.
Ça va? Ça va. Est-ce que vous vous épilez, vous? Vous rasez vos poils? Vous les faites fondre grâce à de la crème dépilatoire? Tu vas pouvoir te retourner. Ou vous les arrachez avec de la cire? Est-ce que vous savez pourquoi vous le faites? Et depuis combien de temps? Je devais être en CM2 lorsque j'ai vu mon premier rasoir pour femmes. Les mêmes que ceux pour les hommes, mais en rose et en plus cher. Nous étions 5 cousines dans la salle de bain d'une maison de vacances. Je me souviens avec tendresse de ce moment. Toutes les 6, collées serrées dans la petite pièce, à écouter la plus grande d'entre nous expliquer comment elle se rasait les jambes sous la douche. J'avais observé attentivement, partageant les rires de mes cousines, sans trop comprendre. La jambe française, parfaitement épilée, elle est divine. Jusqu'à 4 semaines de douceur. Et avec tous ces parfums, on voudrait avoir 1000 jambes. Quelque temps après, vers 13-14 ans, j'ai commencé à raser mes jambes, comme ce fut le cas pour Victoire. Elle habite dans le 19e arrondissement de Paris et vient d'un milieu bourgeois. J'ai un souvenir de mon tout premier poil, je devais avoir 12-13 ans. J'étais au téléphone avec ma grand-mère maternelle Micha, que j'adorais, et je lui ai dit « mais j'ai un poil !» J'avais un poil sur le pubis, et j'étais trop fière, j'étais trop contente. Quelques mois plus tard, je vais pour rentrer en salle de techno au collège, et j'ai une amie, on est en été, qui me dit « attention, t'as des poils sur les jambes !» Ça a tout de suite paru comme quelque chose de honteux. Je me suis vraiment sentie très mal toute la journée et j'avais l'impression que tout le monde regardait mes jambes. Je pouvais pas cacher ça vu que j'étais en jupe, je crois. Et je ne pense que quand je vais rentrer chez moi, je me suis dit je vais prendre le rasoir de mon père. Chose que j'ai fait, bien dru, en plus pas avec de la mousse. Non, j'ai vraiment fait ça à sec. Je suis brune, j'ai les cheveux épais, donc les poils c'est pareil, ça repousse hyper vite. J'en viens très vite à l'esthéticienne pour les demi-jambes, une naturo-esthéticienne à l'époque qui me dit « moi je fais quand même attention à la peau, c'est fragile ». Donc elle me fait rire parce qu'elle me dit « moi par exemple je n'épile pas les testicules des messieurs ». Et donc j'étais là « ah ouais d'accord, ok ». Et donc elle était ok pour m'épiler les demi-jambes, mais si je lui avais demandé en 4e de m'épiler les sourcils, elle aurait dit non par exemple. J'ai toujours eu un très bon rapport avec mes poils parce qu'en fait, on m'a toujours expliqué que les poils, c'était la preuve qu'on grandissait. Ma mère et aussi mon père, ils nous avaient depuis très jeunes éduqués sur c'est quoi la puberté, etc. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était de grandir. Julie a 26 ans. Elle a grandi avec sa mère et sa sœur jumelle à Noisy-le-Grand en banlieue parisienne. Sa mère est juriste, son père travaille dans le marketing. Dès le collège, en fait, ça a été des remarques, premièrement sur ce fameux mono-sourcil, parce que en fait, j'étais l'une des seules à avoir un mono-sourcil avec ma sœur. Donc, on faisait me remarquer que j'avais les sourcils beaucoup fournis, qui descendaient un peu très bas sur mes yeux. J'avais énormément de poils, en fait, entre les deux sourcils. Et en fait, au début, moi, j'ai pas compris, parce que je me suis dit, c'est pas grave, je veux dire, on a des toi aussi, tes sourcils, ils sont pas comme les miens, je te fais pas de remarques dessus, en fait. Je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit... on va aller te le faire épiler à Yves Rocher. Pour elle, ça pouvait aérer et éclaircir mon regard. Mais cette elle a fini mes sourcils et elle m'a fait « on fait la moustache ?» J'avais peut-être 12-13 ans. Et j'en étais pas consciente, en fait, que c'était vraiment une moustache. Et elle m'a fait « c'est pour le même prix, je te l'épile, c'est 2 traits de cire et puis on n'en parle plus. » Et puis lundi, quand je suis venue à l'école, on m'a fait des compliments. Donc je me suis dit « cool, on va le refaire. » Puis c'est devenu la routine, c'était 1 semaine sur 2 chez Yves Rocher pour s'épiler les sourcils et tout, parce que moi, mes poils repoussent très vite. Le reste du corps, ça n'a pas été tout de suite. C'était plutôt au lycée, une fille qui m'a fait une remarque sur mes jambes en mode « oh putain, t'as des poils !» Parce que j'ai les demi-jambes assez fournies. En plus, j'ai les poils très bruns, très drus. J'ai regardé tout autour de moi, parce que du coup, tout le monde m'a regardé. Et en fait, personne n'avait de poils. Elles étaient toutes lisses, toutes épilées. Puis quand je suis rentrée le soir, je me suis mise à vraiment me regarder. Je me suis dit, bon putain, j'ai des poils sur les demi-jambes. J'ai des poils sur les genoux. J'ai des poils sur les cuisses qui remontent vachement. J'ai regardé mes bras, que je regardais jamais. J'avais des poils sur tous les bras. J'avais remarqué que j'avais des petits poils sur les seins, sur les tétons. J'avais des poils aussi sur la ligne du ventre. Ça aussi, on me l'a fait remarquer parce que c'était en été. Mon t-shirt, il s'est relevé un tout petit peu. Et j'ai un garçon qui m'a fait « hop, t'as des poils sur le ventre ». On m'avait fait aussi des remarques sur mes bras. J'étais en t-shirt. Et une fille qui m'a dit « tu devrais prendre une brosse à cheveux pour brosser tes poils sur les bras ». Cette remarque-là, venant en plus d'une amie, je me suis dit « ah ouais, putain, non, mais c'est trop ».
J'étais trop mal parce que je me suis dit, je peux rien faire sur mes poils de bras, je vais pas les épiler. En fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis rentrée ce soir, j'ai pris le rasoir et je me suis rasé les poils de bras, ce qui est une immonde connerie. Parce qu'en fait, ça m'a fait mal quand ça a repoussé. En plus, c'est très moche. En plus, ça faisait pas naturel. À l'époque, j'avais 17 ans. J'avais l'air d'être retournée à 12 ans. Et je me suis dit, mais ça fait gamine. J'ai aussi des poils au niveau des doigts. Ça me complexait parce que j'écrivais et puis on me disait « Oh putain, t'as des poils sur les doigts ». Donc du coup, les remarques du genre singe, un petit singe, sauf que « Ah mais je suis noire en fait ». Donc ta remarque sur le petit singe, en fait, tu l'as fait à moi, mais tu le ferais pas pour ta copine qui est blanche. Mais tu dirais pas petit singe, elle aurait pu dire peluche. Mais à moi, en fait, petit singe, c'est un peu chaud. Pendant 3 ans, les journalistes Léa Taïeb et Juliette Lenrouy ont récolté des centaines de témoignages de femmes de tous milieux sociaux et de tous âges autour des poils et de l'épilation. On en retrouve plusieurs dans leur livre enquête paru en 2021, Parlons poils. S'épiler en toute liberté. Léa et Juliette ont constaté que dans l'immense majorité des cas, les femmes comme Victoire et Julie commencent à s'épiler après une remarque négative ou des moqueries. La discrimination produit l'action de l'épilation. On s'épile pour éviter de possibles moqueries. Si on ne s'épile pas, on est sanctionné. Donc en fait, comment être étonné que toutes les femmes s'épilent ? Je veux dire, on n'a pas le choix de s'épiler, puisqu'en fait, si on ne s'épile pas, on est puni. Et personne n'a envie d'être puni au quotidien. Donc on a envie de continuer à évoluer normalement, avoir des amis. Parce que par exemple, dans la cour de récréation, une petite fille qui se fait discriminer en raison de sa pilosité un peu plus exacerbée que les autres, c'est une petite fille qui n'a aussi plus d'amis. Parce que les autres petites filles, elles veulent pas être associées à la poilue. Elles n'ont pas envie de porter en elles la honte de la poilue. Donc finalement, c'est aussi une petite fille qui peut se retrouver seule, sans amis, mise à l'écart. C'est pour ça aussi que les mères, en général, vont prendre les devants. Parce qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles vont éviter à leurs filles de futures discriminations, parce qu'elles savent que ça existe. On expose sa pilosité, on s'expose à des représailles. C'est ainsi. Et donc, en fait, elles ont simplement envie de protéger leur progéniture. Le fait même qu'une mère s'épile, depuis que sa fille est petite, en fait, sa fille, elle va la regarder dans la salle de bain en train de s'épiler. Moi, je me souviens, ma mère, je la voyais s'épiler et tout. Donc, ta mère s'épile toute sa vie. Elle en parle, elle en discute avec ses copines, t'écoutes les conversations. En fait, toi, au moment où tu auras des poils, tu auras déjà intégré qu'il faut les enlever sans même avoir jamais eu de conversation avec ta mère à ce moment-là. On se rend compte aussi de l'épilation en fonction de la classe sociale. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des moyens qu'on a, on n'a pas recours aux mêmes pratiques. Quand on a les moyens, on peut aller chez l'esthéticienne. Et donc, ça donne un poil qui est fin, qui est plus léger, qui est moins visible. Quand on n'a pas les moyens, en fait, on va se raser. Et c'est une repousse qui est beaucoup plus fréquente. C'est une repousse drue, c'est une repousse visible parce qu'elle est brunie, entre guillemets, même quand on a des poils plus ou moins clairs. Et il y a aussi celles qui ont accès à l'épilation définitive, qui vont en fait avoir la possibilité de se débarrasser de ce problème, entre guillemets, de ces poils qui l'empêchent de vivre de façon spontanée. On n'a pas la même pilosité en fonction de la classe sociale. La première fois que j'ai une remarque d'un garçon, qui me plaisait bien en plus, j'avais 14-15 ans, il me dit « Tiens, faudra que tu fasses quelque chose, t'as de la moustache ». D'origine algérienne, Louisa est issue d'un milieu populaire. Elle a grandi aux côtés de ses 5 frères. Aujourd'hui, elle a 44 ans. Je me souviens avoir mis ma main devant ma bouche pour pas qu'il voie. Et je me retourne et je lui parle vraiment presque de dos pour plus qu'il me voie. Il me dit « Oh, ça va, je plaisantais ». Je pense qu'il se rend pas compte que cette phrase m'a blessée. J'en ai pas pleuré à ce moment-là, mais je me suis vraiment dit en rentrant à la maison, il faut que je trouve une solution. Donc je regarde si maman, elle a laissé quelque part ses crèmes, des crèmes dépilatoires qu'elle se met au niveau du dessus des lèvres, dans ce qu'on appelle la moustache. Ça avait une odeur assez forte, une odeur un peu d'œuf pourri. T'as pas envie de le mettre sur ta peau. J'ai fini par essayer, malgré l'appréhension. Je parle pas du tout de ça à ma mère parce que je suis très gênée. Maman a instauré une espèce de chape de plomb sur tout ce qui est autour de l'intimité. Et puis, plus tard, plutôt à 17 ans, 18 ans et un peu plus, et je vais arriver à la fac, là, je découvre l'épilateur électrique.
Là, j'ai un petit peu plus d'argent. Je travaille un peu l'été. Je fais des économies pour m'acheter un épilateur électrique que je teste d'abord, et ça c'était dit dans les magazines, testez-le sur le dos de votre main pour voir si vous vous habituez à la douleur. Je le fais sur ma main, ça va. Et la première fois que je fais sur le dessus des lèvres pour enlever cette fameuse moustache, qui est pas très importante, la première fois ça fait très mal. Mais je me suis habituée à la douleur. Ça fera toujours un peu mal. Les poils indésirables vous font perdre votre temps? Prenez le contrôle. Au niveau des aisselles, je rase les aisselles assez vite. En fait, je suis complètement les recommandations des magazines féminins. C'est ça qu'il faut faire. Je m'interroge même pas, je sais même pas à quoi ressemblent mes aisselles au naturel. Les jambes, je les ai rasées. J'avais essayé l'épilateur et là, j'avais un problème de temps. Parce que je n'ai pas d'intimité dans cette famille où je vis jusqu'à mes 23 ans. Je partage ma chambre avec mon petit frère. Je n'ai pas l'espace, le temps d'avoir au moins une demi-heure à moi, parce que sinon ça va toquer. Qu'est-ce que tu fais? C'est long. C'est une bataille quotidienne. Donc le rasoir, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc la pilosité, je l'ai vécue aussi avec mon premier amour, celui à qui j'ai donné ma virginité. Moi, j'ai fait comme il y avait dans les magazines. Donc l'épilation intégrale. Alors, comment on fait une épilation intégrale quand on ne va pas dans des instituts de beauté parce que je n'en ai pas les moyens? Et je pense qu'à l'époque, j'étais terrorisée à l'idée qu'une femme me voit totalement nue et enlève tout. Et puis donc, ça veut dire qu'il faut que j'écarte les jambes. Je ne me voyais pas faire ça. Alors, j'ai essayé l'épilateur électrique sur le pubis. Oh, la douleur. Mais je l'ai encore. Je sais pas, comme plein de petits coups de couteau. Parce que comme ça arrache plusieurs poils en même temps, et que le monde Vénus, il a beaucoup de terminaisons nerveuses, c'est pas la même chose qu'épiler une jambe en fait. Je veux bien être habituée à la douleur, mais là c'est pas possible. Se préparer à l'acte d'amour, c'était ça. C'est ça que les hommes trouvent sexy. Sinon, ça veut dire que tu n'as pas fait les choses correctement. Moi, je veux être une compagne qui fait les choses correctement, donc je continue et je me pose pas beaucoup de questions. Comment exister sans l'ombre de l'autre? À se voir dans son regard, on devient le simple reflet de ses vœux. À s'entendre dans ses mots, on se modèle à ses désirs. On s'oublie, on s'abandonne, on oublie, on abandonne, et on ondule dans le lit de sa rivière, dans les flots de ses envies. Rosanne Pinault, comment exister? C'est notre corps naturel et il est absolument pas accepté. Un homme peut juste être lui-même. Il est toujours prêt pour un rapport sexuel, il est toujours prêt pour la plage, faire du sport, etc. Nous, il faut tout le temps qu'on ait un rasoir dans notre poche. T'as quelque chose qui pousse sur toi toute ta vie, pratiquement sur tout ton corps, et il faut constamment que tu l'enlèves. Et donc on s'est rendu compte vraiment de l'inégalité qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Aussi, nous, on nous a beaucoup posé pendant l'écriture du livre, mais pourquoi vous parlez pas des poils des hommes? Le poil aussi des hommes, il est remis en question, etc. Oui, mais en fait, le poil des hommes, il n'est pas politique, dans le sens où, en fait, si les hommes, ils se rasent la moustache, en fait, on va pas leur demander, mais alors, quel est le message derrière ce mouvement? Qu'est-ce que veut dire ce geste? Et en fait, on s'est assez vite rendu compte avec Juliette que le poil, ça trouble la binarité du genre. On aime que les choses soient bien rangées, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. La nature a donné une différence et la culture l'a exacerbée. C'est-à-dire que la nature, dès le départ, a donné chez les femmes une pilosité plutôt duveteuse, assez discrète, et chez les hommes, une pilosité plus épaisse. Et les femmes, en fait, vont avoir tendance à invisibiliser cette pilosité pour exacerber la différence entre les hommes et les femmes. Et ça, c'était vraiment intéressant de voir que le poil jouait un rôle fondateur pour distinguer l'homme de la femme. En 2021, une étude IFOP montre que si les femmes s'épilent un peu moins qu'avant, notamment depuis le confinement, 80% d'entre elles s'épilent les jambes, contre 9% des hommes, 75% des femmes s'épilent le pubis et 43% d'entre elles les aisselles. Vos poils, vos choix, nos produits. Pour la sociologue Milena Younes-Linard, l'épilation permet de contrôler le genre à travers le corps des jeunes filles.
Si on prend l'exemple des moqueries qui sont formulées par les garçons dès le collège et le lycée, en disant « toi t'as de la moustache, t'es pas censé avoir de la moustache », donc on dirait que t'es un garçon. Dès qu'on voit des poils sur son corps, ça voudrait dire que ce serait une marque d'un manque de féminité, d'une forme de masculinité, donc il faudrait absolument éradiquer parce que sinon on se retrouverait pas dans la bonne catégorie et ce serait pas normal. Mais ça passe pas seulement par les garçons. C'est-à-dire qu'il y a aussi les filles qui se moquent les unes des autres. On peut reprendre les travaux de Daniel Kergoat là-dessus, qui explique que les moqueries des femmes sur d'autres femmes, c'est une manière de dire « moi, j'appartiens pas à cette catégorie sociale dévalorisée-là. Moi, je m'épile, moi, je suis parfaite, moi, j'ai rien à voir avec ça. » En tout cas, elle se retrouve avec actrice et de participer à cette réactualisation de cet ordre du genre par le corps. On voit comment est-ce que ça se construit très très tôt, le goût et le dégoût de soi. Mais c'est pas seulement ça. Les poils, l'épilation, c'est vraiment un outil qui est utilisé pour construire des corps qui vont être les bons corps pour rentrer sur le marché de l'hétérosexualité. Dans les débuts des relations sexuelles assez tôt, il y a cette anticipation de « il faut que j'ai le bon corps pour ces moments d'intimité, parce que j'aurais trop peur de ce que le garçon en face va penser. Il faut que je sois dans la bonne catégorie femme pour pas être monstrueuse. Et être dans la catégorie femme, ça passe par être censé être désirable pour les hommes. Ça passe notamment par l'épilation du sexe. Pour les jeunes filles, pas à se poser la question de leur désir, mais de est-ce qu'elles ont le bon corps désirable, tandis que les hommes, eux, ils sont censés être désirants. Et pour eux aussi, ces moqueries et ces injonctions à l'épilation de la part des garçons envers des filles, c'était vraiment une manière de construire leur propre virilité et leur propre rapport à la sexualité. J'en ai entendu certains dire « Ah, moi j'ai couché avec une fille, c'était dégueulasse, elle n'était pas épilée. » Et c'est aussi une manière de dire « Moi, je suis certainement pas amoureux d'elle. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre d'elle. Et je suis dans la capacité de la commenter et de la dévaloriser parce que je suis un vrai homme. » Ça permet aussi la construction de la masculinité et de la réactualisation de l'ordre du genre pour réasseoir les rapports de pouvoir entre hommes et femmes. C'est-à-dire que parfois, les moqueries sur l'épilation, les garçons dans des couples hétérosexuels qui disent à leur fille « Ah, t'es pas assez bien épilée. Ah, essaye de t'épiler plus. » Ça peut s'accompagner de violence. Pour les jeunes femmes et notamment les jeunes adolescentes, il y a un contrôle aussi familial, c'est-à-dire qu'on leur dit de ne pas s'épiler avant à peu près 12, 13, 14, 15 ans, parce que sinon, ça voudrait dire qu'elles seraient déjà dans la sexualité. En revanche, il faut qu'elles aient une sexualité, et pour avoir une sexualité hétérosexuelle, il faut qu'elles aient un beau corps, donc pas de poils, mais en même temps, si elles en enlèvent vraiment trop, ça veut dire qu'elles ne seraient pas dans la bonne sexualité, que ça pourrait être une sexualité déviante, une hypersexualité et trop désirante. C'est toujours un outil de contrôle de la sexualité et de la bonne féminité et de la féminité respectable, en fait. Comme mon minou pique partout, il fait bien trop voyou. Dans cette publicité pour une crème dépilatoire qui ressemble à un dessin animé, une petite chatte rousse, un nœud derrière l'oreille, se trémousse en chantant au milieu d'une chambre toute rose. Derrière la fenêtre, un chat noir la regarde. Il semble l'attendre. Comme mon minou pique partout, 3 petits coups. Qu'est-ce que j'ai pu faire rire mes cousines quand j'entonnais cette chanson à tue-tête en imitant le déhanchement de la petite chatte et ses intonations. Je n'avais alors pas les outils pour comprendre tout le sexisme que cette publicité véhiculait. Comme mon minou est tout doux, il aime être caressé partout. Comme mon minou est tout doux, il aime être caressé partout. Abreuvée par toutes ces publicités, ce n'est pas très étonnant que je me sois sentie belle et soulagée lorsque je m'épilais. J'adorais aussi les moments partagés avec ma maman, où nous échangions sur les différentes techniques d'épilation ou les adresses d'esthéticiennes. Je me souviens qu'elle m'avait conseillé de garder le plus longtemps possible mes sourcils au naturel, même si, comme pour Julie, ils étaient très fournis. Maman regrettait les siens. Aujourd'hui, elle n'a plus que quelques poils au-dessus des yeux. Elle m'a raconté que c'était parce que petite, elle avait voulu s'épiler toute seule en utilisant de la crème dépilatoire, de peur d'en parler à sa mère. Sa peau avait été tellement irritée, voire brûlée, que ses sourcils n'ont plus jamais repoussé. Elle est obligée aujourd'hui de les dessiner au crayon. Beaucoup de femmes m'ont raconté le temps passé à soigner les blessures, irritations, poils incarnés et boutons post-épilation, comme Swad. Franco-algérienne, elle vient d'un milieu populaire et pendant des années, elle a rasé tout son corps toute seule, n'ayant pas les moyens d'aller chez l'esthéticienne. Je me suis tellement coupée. Je me suis coupée la malléole. Alors ça, je peux dire que tu pisses le sang. Je me coupais beaucoup les genoux. Et du coup, j'avais les genoux ensanglantés. Je sortais beaucoup, j'adore danser. Et après, pour mettre un collant couleur chair, qui à l'époque était très à la mode, parce que j'avais les jambes très blanches, il fallait que ça brille bien. J'avais les collants en sang, il fallait que je me redésinfecte, machin, c'était l'horreur.
Le maillot, je l'ai très très mal vécu. J'ai eu tellement peur de me couper, que ça soit au niveau du cif, donc c'est entre les fesses, ou au niveau des grandes lèvres. Mais quelle angoisse! J'ai dû adapter une position, t'as peur parce que t'as du savon plein les mains, t'as le rasoir de l'autre côté. Moi, j'avais entendu des histoires extraordinaires. J'ai une cliente qui s'est coupée la lèvre quand même, et qui est partie avec son bout de lèvre chez les pompiers, elle savait pas quoi en faire. Et puis surtout, 8 heures après, ça a commencé à repousser. Et là, t'as l'impression d'avoir un hérisson dans ta culotte. Ça te démange. Mais moi, je m'arrêtais entre 2 immeubles pour me gratter. Et puis surtout, quand je parlais avec des gens, j'étais complètement gênée. Ils pouvaient pas savoir ce que j'avais, mais j'en pouvais plus, quoi. Oh, j'étais tellement irritable. Ça, j'ai détesté me raser, là. Franchement, j'ai essayé toutes les techniques. J'ai même acheté un épilateur. Je m'étais coincé la lèvre dedans. Donc, je m'achetais des pots de cire. C'était l'enfer, d'ailleurs, parce que j'avais la main droite qui étalait la cire et qui l'arrachait. Et j'avais la main gauche qui tenait les tissus. Et là, j'avais la main qui transpirait tellement que j'étais obligée de mettre un gant en latex parce que j'avais la main qui glissait de transpiration. J'en pouvais plus. J'avais trop peur d'avoir mal, quoi. J'y arrivais quand même. J'étais déterminée. Je te laisse t'installer. Tu as le petit banc pour poser tes affaires. Comme c'est une épilation intégrale, je vais te proposer une lingette. Sauf si tu sors de la douche. Voilà. Et la poubelle, elle est juste derrière le rideau. Malgré les difficultés, Swan m'a raconté à quel point elle aimait la douceur de son corps après l'épilation. Tu peux ouvrir la jambe vers l'extérieur, s'il te plaît? Les sensations que cela pouvait provoquer aussi dans la sexualité. Après de nombreux petits boulots, elle est devenue esthéticienne. Elle a ouvert son propre salon au Jardin des Sens à Paris. Ça va? Oui, ça va. Attention à toi, on y va. 1, 3. Après avoir pris soin de ses petits frères pendant des années, elle a voulu continuer à s'occuper des autres. Elle met un point d'honneur à ce que ses clientes se sentent bien. Alors j'ai une technique imparable, c'est que dès qu'elle a passé le pas de la porte, c'est déjà un grand bonjour avec son prénom, bienvenue, entrée, etc. Je la tutoie direct en fait. Je lui dis, ici on se tutoie. On va pas faire de manière. Dans 2 minutes, elle est nue sur ma table. On va rentrer tout de suite dans son intimité. Donc pourquoi mettre un vous? Et là tout de suite ça détend les gens. Attention. Je vais passer une bande dans l'autre sens. La personne, je la vois arriver, elle est toute renfermée, elle a les épaules hautes, et d'un coup, quand je dis ça, elle dit « Ah bah ouais, carrément. » Ça va? Et puis ses épaules descendent directement, quoi. C'est comme si t'étais avec ta pote, quoi. Ok, c'est bon pour ce côté-là. Je vais te mettre un petit peu de... Non, je mettrai la crème à la fin. Tu peux te retourner, s'il te plaît? Attends, je vais baisser le niveau de la tête pour pas que tu te fasses mal au lombaire. J'aime bien ce rendez-vous. C'est quand même plus agréable de se faire masser. Quand tu t'épiles, c'est comme si tu avais perdu 2 kilos. Tu te sens plus légère, plus propre. Alors qu'on est bien d'accord que les poils, ils sont pas sales et c'est pas rationnel. Et on termine donc par l'application d'une crème de miel, de lait et de beurre de karité. C'est la récompense. C'est aussi pour ça qu'on vient. Quand tu viens de te faire épiler, c'est le moment doudou, quoi. Je détesterais qu'on oublie de mettre de la crème après m'épiler. En fait, quand on se fait épiler, c'est un toucher différent. En fait, il y a aussi la récompense après la douleur parce que t'as vraiment ce truc de j'ai la peau douce. T'as besoin d'être touché. C'est comme ça. Et t'as pas tant d'occasions. Moi, je suis célibataire. Alors évidemment, il n'y a pas de désir avec mon esthéticienne, il n'y a pas de désir avec Swan. Mais de manière inconsciente, c'est apaisant, en fait. Ça te rappelle que t'es humaine. Juste ça. La chorale, pas mal. Non, trop bien. Et du coup, on a chanté en face. Au fil de sa carrière, Swad met en place un travail d'accompagnement émotionnel et psychologique de ses clientes. Pendant l'épilation, elle aime échanger avec elles sur les dernières nouvelles de leur vie amoureuse, les dossiers croustillants comme elle les appelle, sur leur rapport au corps ou sur les nouvelles du quartier. Swad a donc noué des liens très forts avec ses clientes. Plusieurs d'entre elles sont devenues des amies. C'est ce que j'ai découvert en la retrouvant un jour au bar près de l'Institut. Quand t'es épilé, mais je te jure, on dirait que c'est écrit sur ton front, quoi. T'as une confiance en toi, t'es au taquet, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a, tu me parles, toi? Tu veux me parler, toi? Mais moi, je suis archi fraîche, là, dans mon slip, là, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, non, mais c'est vrai. Mais j'ai même quelques clients qui viennent avant des examens, des études. Et du coup, je leur dis, mais t'as bien raison, parce que là, quand tu vas faire ton oral, tu regarderas bien ton prof dans les yeux, parce que lui, il est pas au courant que tu es épilé, tu vois. Mais toi, t'es à 100 000, donc tu le regardes bien dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Moi, je suis fraîche dans mon slip. Soit elle m'a fait la plus belle chatte de Paris. Qu'est-ce que tu veux? Un peu en colère contre moi de trouver ça joli d'être épilée. Le simple fait de constater que j'aime bien être épilée m'agace. En fait, ça m'énerve, tu vois.
Franchement, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas que ça soit une fin en soi, il faut que ça devienne normal, que chacun puisse garder ses poils. Le plus important, ce qu'il en sort, c'est d'être bien avec soi-même. Les premières fois que j'ai vu des jambes velues et des aisselles, mais j'ai kiffé. J'avais envie de voir la nana, j'avais envie de lui dire mais bravo quoi. Mais à quelle heure je vais lui dire bravo? J'ai pas à lui dire bravo en fait, ça devrait être normal. Non, mais alors que tu es esthéticienne et que tu épiles. On tape moi pourvu que les gens ne s'épilent pas et qu'ils viennent faire des soins. Moi j'ai signé pour ça il y a 20 ans. Moi je voulais faire des soins, je me suis pas dit dans ma vie j'ai envie d'épiler tout Paris ou toute la France, j'en ai rien à foutre. L'épilation chez l'esthéticienne s'est démocratisée depuis l'arrivée des instituts appartenant à de grands groupes pratiquant l'épilation à la chaîne. On vient sans rendez-vous, ça va vite et c'est moins cher. Mais le service n'est pas le même que dans les instituts indépendants. Les esthéticiennes subissent des cadences très soutenues, des pressions et du contrôle de leur hiérarchie. Ce qui peut participer à renforcer les diktats de beauté, comme me l'a expliqué la sociologue Milena Younes-Linard. On voit que dans les instituts à la chaîne, les conditions de travail sont tellement difficiles, le travail devient tellement insupportable, il y a beaucoup moins de sens pour elles dans leur travail, et donc elles ne supportent plus épiler des femmes toute la journée, et donc elles se retrouvent à formuler beaucoup plus d'injonctions à la norme à leurs clientes, sur la forme du corps des clientes, sur le fait si qu'elles ont vraiment beaucoup trop de poils, sur où est-ce qu'elles ont des poils, parce qu'en fait, ça devient vraiment insupportable pour elles. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que dans les écoles d'esthétique, je me suis rendu compte que en fait, la plupart des jeunes filles qui choisissaient esthéticienne, elles pensent qu'elles vont être maquilleuses, elles pensent qu'elles vont faire des soins du corps, des soins du visage. Elles savent pas que 80% de leur travail, c'est de l'épilation. Donc elles le découvrent à l'arrivée et c'est déjà un choc pour elles. Et surtout, elles savent pas qu'elles vont épiler des sexes de femmes. Ça, c'est quelque chose qu'elles n'apprennent pas à l'école, parce qu'en fait, elles sont mineures et qu'il n'y a pas d'autorisation pour apprendre à épiler sexe. Donc, c'est quelque chose qu'elles apprennent quand elles débutent le travail ou quand elles sont en alternance et qu'elles vont apprendre à épiler des clientes en s'épilant les unes les autres. Donc, en fait, elles s'épilent entre esthéticiennes pour apprendre à s'épiler les unes les autres. Je ne m'épile plus depuis plusieurs années. Je le dois à toutes les femmes que j'ai rencontrées au fil de mes émissions féministes. Un moment en particulier m'a marqué. C'était à Nice, sous un soleil brûlant. J'enregistrais une manifestation dans laquelle beaucoup de femmes brandissaient leurs bras et laissaient voir leurs aisselles poilues. Cela s'accompagnait de chants, de joie, de force collective. J'en garde un souvenir magnifique. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à laisser mes poils sous les aisselles, puis sur le sexe, puis sur les jambes. Je ne voulais plus dépenser d'argent là-dedans. Je préfère aller au terme ou me payer un massage ou un restaurant à une amie. Avoir le temps de lire, de dormir, à la place de retirer des poils sur moi. Je ne voulais plus souffrir pour être belle, comme disait Mémé. Normaliser et invisibiliser la douleur. Je ne voulais plus avoir honte ni me sentir coupable de ne pas m'épiler. Comme ce fut le cas pour Amandine. Elle est assistante sociale et elle a développé une sorte de phobie des poils. Elle ne cessait de s'arracher les poils de manière compulsive, tout en ne se sentant jamais assez belle, en ayant l'impression de ne jamais faire assez. Il y a eu un moment de déclic où j'étais avec un ami, on discutait. Je voyais que j'avais des poils un peu parsemés et je les arrachais. J'étais complètement obsédée par arracher tous les petits poils qui restaient. Et mon ami me regarde et me dit mais arrête de faire ça, c'est pas possible. Enfin, je crois que en fait, voir le choc dans son regard, ça m'a permis de me regarder moi-même et d'être en train de me dire waouh, ah oui, j'en suis là quoi. Au même moment, quand j'avais une amie qui avait arrêté complètement de s'épiler, et au début, je me souviens que quand je regardais ses mollets, il y avait son mec qui plaisantait encore, qui disait oh quand même, tu pourrais faire un effort. Et elle qui assume. Où là, je me suis dit non, ouais, moi aussi, j'ai envie de me libérer quoi. Je commence à me laisser pousser les poils. Grâce à des groupes Facebook, des femmes qui se montraient leurs photos de leurs mollets pour s'encourager mutuellement. Ça sert énormément, parce qu'on est isolé en fait quand on fait ça. La réalité, c'est qu'on ne sait pas à quoi les poils des femmes ça ressemble. Et le fait de le découvrir que sur soi, puisque c'est invisibilisé dans tous les médias, même quand on sort dans la rue, toutes les femmes s'épilent. Donc en fait, quand ça commence à vraiment pousser, en plus après plusieurs années d'épilation, ou c'est dru, etc., on a l'impression de découvrir quelque chose de presque d'anormal. Et le fait de pouvoir se partager des images, en fait, c'était super aidant.
Je me rappelle d'une femme qui dit j'étais sous la douche et j'ai eu l'impression qu'en fait j'avais une araignée sur moi, mais en fait c'était juste mes poils qui recevaient l'eau. Et j'avais jamais eu cette sensation et ça m'a fait flipper, quoi. Et en fait, voilà, on redécouvre même le vent dans les mollets. Ça chatouille quand on a des poils. Ça reste toujours une épreuve, quand même. C'est pas toujours aisé. Mes poils, ils sont très visibles. Quand je les laisse pousser, je veux dire, j'en ai autant qu'un homme. Hein. Quand j'ai envie de mettre une robe, c'est plus dur que si je suis en pantacourt, par exemple, ou en short. Il y a comme un espèce de décalage, typiquement la robe à fleurs, et les mollets poilus. Après, en fait, je vois qu'avec le temps, il recommence à devenir plus un duvet plus agréable. J'y pense moins. Je me trouve pas moche avec mes poils. Enfin, si j'ai envie, par exemple, de me sentir bien à un endroit et que c'est plus simple de m'épiler, ça, je vais le faire. Si je dois aller à la piscine demain, peut-être que je vais m'épiler. J'ai déjà eu des regards assez insistants à la piscine. C'est pas du tout agréable quand quelqu'un vous regarde fixement l'entrejambe. Par contre, moi, je suis tranquille avec mes poils et c'est vraiment ça que je cherchais, quoi. C'était qu'ils me créent plus de dégoût. Là, à l'heure où je parle, j'en ai partout. C'est pas un problème, quoi. J'ai aussi réalisé que si je le fais qu'une fois tous les 3 mois, mon corps, il fait pas de poils incarnés, quoi. Et ça, en fait, pour moi, c'était le principal, c'est-à-dire que j'arrête de me faire du mal. J'arrête aussi de m'épiler. Le rasoir, c'est déjà quelque chose. Mais l'épilation, pour moi, c'est un niveau au-dessus. Hein. C'est quand même une mutilation. L'épilation, on s'arrache une partie du corps qui est fait pour ressentir des choses. Il y a plein de gens qui trouveraient ça peut-être abusif de le comparer aux mutilations génitales. Mais en même temps, ça reste une mutilation valorisée, sans remise en question par la société. Le fait d'arracher un poil, c'est pas anodin. Et puis, c'est répété. La plupart des hommes, on leur propose des bandes de cire pour l'épilation, et ils sont là, non, vous êtes folle. Et nous, on l'a accepté. Voilà, je veux dire, il y a des instituts où on paye pour ça, quoi. Ses yeux sont des fouets. Il lacère chaque partie de mon corps. Sur la chair grasse, des cicatrices s'érigent. C'est mon bûcher, je brûle. Ses yeux sont une mer de haine dans laquelle je sombre, inexorablement sans aucune bouée de sauvetage. Il faudra nager entre les larmes, à contre-courant, pour retrouver ce sanctuaire où, épuisé, je devrais tout reconstruire. Au fond de ses yeux, dessinée par l'aversion du monde, se niche une faille dans laquelle je m'engouffre. Se jeter contre les vagues pour en ressortir nouvelle, délivrée. À nos humanités révoltées, qui est Miss ? Vous ne pouvez pas vivre une vie sans rencontrer un pubis au naturel. Ça n'a pas de sens. Indignez-vous si cela ne vous est jamais arrivé. Cette vidéo d'Ina Mihalaj, alias Solange te parle, date de 2014. Louisa l'a découverte il y a quelques années. Est-ce que le poil est laid? Est-ce que le poil est sale? Est-ce que le poil... Je suis captivée. Je ne lâche pas l'écran, tellement je comprends tout ce qu'elle dit. Et elle dit qu'elle a été rejetée par des hommes parce qu'elle n'avait pas fait cette épilation au niveau du pubis. Et que ces hommes lui ont dit qu'elle ne faisait pas ce qu'il fallait pour les accueillir. Et elle dit aussi... Je vais vous expliquer comment sont les poils de Sandrine Bonner dans Police de Maurice Pialat. Ces poils, ils vont jusque-là. Et elle montre que ça monte. Et je me dis, bon, donc il y a plein d'exemples où je vois qu'il y a des femmes qui ont un pubis poilu, au naturel, comme un peu ce que j'ai pu voir dans ce tableau L'origine du monde. Et je trouve ça magnifique. J'ai envie de te voir avec tes poils. J'aime tes poils, s'il te plaît, ne fais rien. Te casse pas la tête, arrête ces trucs. Je t'aime avec tes poils, j'aime tes poils. Et elle dit, mais essayez d'en parler avec vos partenaires, filles, garçons, on essaye de les laisser pousser, on voit ce que ça fait. Est-ce que ça sent pas bon? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est doux, c'est pas doux? Elle pose toutes ces questions-là. Essayez d'y remédier, demandez autour de vous. Qui n'a pas envie de fourrer son nez dans les poils? Fourrez votre nez dans les poils. Je montre la vidéo à mon compagnon. Il me dit, je vais te montrer un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Histoire du porno, et je crois qu'il y a tout un chapitre sur le porno des années 60, 70,
Il me dit que le porno des années 70, c'est un porno poilu. Et il me dit ça, c'était mes préférés. C'est plus tard, années 90, on est sur le porno chic et c'est là que c'est devenu glabre. Je comprends que c'était pour qu'on voit mieux les pénétrations, pour qu'on voit bien le pénis, le gland entrer à l'intérieur. Et là, je me fais vraiment cette réflexion de « mais je suis pas une actrice porno, moi ». Je me suis dit, tiens, il faudrait que j'essaye, en fait. Est-ce que tu es d'accord ? Il me dit, laisse-les pousser. Je découvre donc à quoi ressemble mon pubis à l'état naturel. Oh, c'est noir, mais c'est pas épais. Puis je me sens bien comme ça. De juste couper un peu les pointes, quoi. Comme une petite coupe, quoi, pour rafraîchir juste un peu. Je coupe un tout petit peu, pour pas que je fais déranger avec les culottes ou quoi. Pour le maillot de bain, je me rends compte que si je mets un shorty, il n'y a plus aucun sujet. Et donc, le sujet pubis est réglé. Il y aura 1 ou 2 fois où j'ai épilé parce que je voyais un homme qui me disait que lui, il aimait ça, que ce soit épilé. Et après, assez vite, je me suis dit non, mais je ferai plus ça pour un homme parce qu'il me le demande. Je vais arrêter de faire ça. Il va me prendre comme je suis et sinon, tant pis. Je l'avais indiqué dans mon profil Tinder et sur d'autres applications de rencontres, avec écrit « Si tu as un problème avec les pubis de femmes adultes au naturel, ne viens pas me parler. » Et là, j'ai eu des hommes qui m'ont matché juste pour pouvoir me poser la question « C'est quoi un pubis de femme adulte au naturel ?» Je dis « C'est un pubis avec des poils. » Puis, je ne sais pas ce que c'est, je n'en ai jamais vu. Puis, je trouve ça dramatique. J'avais eu plusieurs hommes qui m'avaient dit « Mais moi, j'adore le cuni, donc il faut que tu sois épilé. Parce que sinon, je peux pas te faire un cuni. » Alors, j'avais objecté en disant « 1. Moi, je peux aimer le cuni, mais pas forcément à chaque rapport, pas forcément à quelqu'un que je connais pas bien, etc. Faut que je me sente à l'aise. 2. Je ne sais pas comment tu fais ton cuni, mais si tu te retrouves à être au milieu des poils, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Le cuni, c'est plutôt, tu ouvres un petit peu les lèvres et tu mets ta langue à l'intérieur. Tu peux aller titiller le clitoris aussi. Il n'y a pas de poils à cet endroit-là. On dit oui, mais en fait, c'est parce que je trouve ça moche. Ah, voilà. Donc, mais ne dis pas que c'est lié à ta pratique du cuni. Bon, tu trouves ça moche. Ok, bonne soirée. On va s'arrêter là. Je voulais que ça fasse le tri. Je veux plus me retrouver dans des situations où quelqu'un me dit ça, je fais pas parce que ça me dégoûte. Je veux pas qu'on me trouve dégoûtante ou qu'on trouve une partie de mon corps dégoûtant. Et plus tard encore, je laisse enfin mes aisselles libres. Je reprends possession de mon corps et de ma pilosité, c'est moi qui décide. Mais c'est vrai que je l'ai fait aussi parce que j'avais des compliments là-dessus. Ah, c'est super beau. On joue un peu à regarder, à observer. Il les touche. Moi, j'avais jamais eu un homme qui touche mes aisselles, en fait. Et quand j'ai vu le nombre d'hommes qui s'en foutent complètement, qui trouvent ça beau, qui me trouvent vraiment magnifique comme je suis, et qui me le disent et me le prouvent, et qui sont des bons amants, et qui sont respectueux et attentionnés, qui ont de la considération. Qu'est-ce que tu veux que j'aille m'emmerder avec un homme qui dit « Mais si je trouve ça dégoûtant, je trouve ça sale. » Non, mais j'ai plus le temps, et je trouve que je leur ai consacré déjà beaucoup trop de temps. C'est à moi de décider, quoi. C'est mon corps. Il faut atteindre un niveau d'estime de soi et d'être à l'aise aussi, je pense, avec son célibat, éventuellement sa solitude. Parce que quand on est en recherche de quelqu'un et qu'on tombe sur quelqu'un qui nous manifeste de l'intérêt et de l'attention, on peut être tenté de dire bon, on va faire ce qu'il veut. Dans ses entretiens, Milena Younes-Linard a enregistré des femmes hétérosexuelles et lesbiennes dans des milieux queer et féministes ou non. Elle a constaté que les poils pouvaient devenir un outil de résistance au sein de l'hétérosexualité. Dans des couples, le fait de dire « maintenant toi tu vas accepter mes poils », c'est aussi des manières de tenter de résister à la domination et au fonctionnement de l'hétérosexualité.
Donc, c'est pas facile et c'est des pratiques de résistance en permanence dans l'hétérosexualité si on veut arrêter de s'épiler. C'est toujours à réactualiser, à réexpliquer. C'est toujours lié à des petites engueulades, des moqueries. C'est pas simple. Et même celles qui s'épilent encore, elles vont peut-être laisser un peu, faire autrement. Enfin, voilà, elles vont faire avec. Et c'est un peu de la même manière quand on parle de travail domestique dans des foyers hétérosexuels. Essayer de créer une égalité dans la division sexuelle du travail domestique, c'est à réactualiser en permanence pour les femmes. C'est la même chose par rapport à l'épilation. C'est tellement puissant que pour arrêter, pour faire bouger le rapport au goût, au dégoût, à la honte, la manière dont les poils et l'épilation participent de la construction de sa place dans la société et aussi de sa place dans l'hétérosexualité, c'est tellement puissant comme construction personnelle et subjective dans son rapport à son genre que pour pouvoir arrêter de s'épiler, il faut être dans une sociabilité féministe dans laquelle ces poils sont valorisés. C'est parce que c'est pensé comme quelque chose de l'ordre de la résistance féministe et de l'empowerment que c'est possible d'avoir des poils. Ça se crée aussi parce qu'il y a de plus en plus de féminisme, de critique de l'hétérosexualité, et il y a de plus en plus de sociabilité féministe. C'est parce qu'on traîne avec ses copines, qu'on a des copines gouines, enfin en tout cas on peut laisser s'exprimer ces désirs-là. S'il n'y a pas ça, et si des femmes hétérosexuelles sont dans des sociabilités pas très militantes, pas forcément très féministes, que ce soit au travail, dans leur famille, avec leurs conjoints, etc., ça va pas être codé comme quelque chose de positif. Ça va être codé comme quelque chose de « Ah, t'es féministe acharnée. Ah, t'es obsédée par ça. Ah, t'es dégueu. Est-ce que tu serais pas un peu lesbienne? Est-ce que tu serais pas vraiment une fille? Est-ce qu'il y aurait pas un problème chez toi? Est-ce que tu serais pas vraiment quelque chose de fondamentalement dégoûtant et monstrueux puisque tu serais pas dans les bons codes de genre ?» Et donc ça, c'est tellement difficile à vivre que c'est un coup trop important. Pour celles qui sont dans des espaces féministes, dans des espaces queer, etc., c'est plutôt des formes de construction de sociabilité pour la survie. Dans le mouvement queer, avoir des poils, c'est ne pas être complètement dans cette catégorie femme, y échapper par le fait d'être lesbienne ou le fait d'être non-binaire, etc. Et donc, c'est aussi échapper à l'hétérosexualité, à la binarité de genre. C'est vraiment parce qu'il y a une possibilité de se construire un corps lesbien et de sortir de l'hétérosexualité et de la position de corps censé être désirable pour les hommes et dans ces rapports de pouvoir-là qu'on peut arrêter de s'épiler. Beaucoup d'entre elles m'ont dit je me suis mise à trouver beau les poils de mes petites copines et donc je me suis mise à arrêter de trouver ça moche chez moi. Et donc on a parlé tout à l'heure de la manière dont le dégoût se construit dans l'adolescence, mais on voit comment est-ce qu'il peut être déconstruit. Il y a aussi des femmes très féministes dans des espaces queer qui vont s'épiler parce qu'elles se construisent dans la sexualité lesbienne queer en tant que femme, en tant que réappropriation de codes de la féminité, notamment du maquillage, de l'épilation et de choses qu'elles vont, elles, trouver très sexy. Elles vont se construire ce type de féminité-là, mais qui sort de l'hétérosexualité parce que ce sont des codes qui se construisent dans les milieux queer et lesbiens. Donc, c'est un moment où on se dit, on est en train de construire des choses alternatives et donc on peut se construire un corps alternatif qui va échapper à toute la domination qu'on vit tous ensemble. Mais bien évidemment, même pour celles qui participent à des manifs et qui voient tout ça et qui ont envie de ça, si en fait par ailleurs elles sont dans des positions de subordination au travail, si par exemple pour des femmes qui sont dans des métiers, notamment des métiers d'accueil, des métiers où leur corps est extrêmement contrôlé, notamment par la hiérarchie, il y a un tel contrôle sur elles qu'elles peuvent pas montrer leur poil. Par exemple, j'avais fait un entretien avec une militante féministe, elle travaillait dans des restaurants, qui me disait quand elle était serveuse, elle pouvait pas choisir de montrer ses poils. C'est trop mal vu parce que le patron allait lui dire tu peux pas faire ça. Mais à partir du moment où elle est montée, elle est devenue gérante d'un autre restaurant, là elle a pu montrer ses poils. Je sais qu'il est plus facile pour moi de garder mes poils. Je travaille la plupart du temps seule ou chez moi et ma vie se déroule principalement au cœur des milieux féministes. Ça ne m'empêche pas d'hésiter à traverser le grand hall d'Arte en petite jupe à fleurs avec mes poils au printemps. Mais ma décision de ne plus m'épiler sera toujours considérée comme un acte militant. Alors que pour d'autres femmes, cela sera vu comme un manque de soins, d'hygiène ou de respect pour elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, ce n'est jamais anodin. Léa et Juliette, les autrices du livre Parlons poil, s'épilent encore. Elles préfèrent garder leur énergie pour sensibiliser à travers la parole. Victoire, au contraire, est fière d'utiliser son corps comme outil de résistance. Elle a longtemps travaillé comme journaliste à la chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale, puis comme attachée de presse. À cette époque, elle porte talons hauts, petite jupe, se maquille et s'épile absolument partout.
jusqu'au jour où elle ne supporte plus les remarques et comportements sexistes des députés et de ses collègues et qu'elle est victime d'une agression sexuelle de la part de l'un d'entre eux. C'est une déflagration. Elle se rend compte de tout ce qu'elle met en place pour correspondre au stéréotype de la femme parfaite, tout en étant considérée comme un objet par les hommes. Elle décide d'acheter des baskets et d'arrêter de s'épiler. J'arrivais dans les QG de campagne et sur les meetings et autres avec des poils. C'était une bonne manière de mettre en avant ma colère. J'avais envie qu'on me fasse des remarques. J'avais limite envie d'avoir des réflexions, juste pour dire aux gens, vous vous rendez compte de votre bêtise, là, on parle de poils, on est tous nés avec, et nous, on doit les enlever. J'ai rasé très vite. J'ai pas tenu, j'ai tenu quelques jours. Alors, soit les gens rigolaient en mode, bah, tu vas pas rester comme ça. Pour eux, c'était vraiment, non, une femme, ça n'a pas de poils. Et en plus, alors, c'est pas très professionnel. Donc, tu te sens pas à la hauteur de ton métier. C'est fou, quoi. Juste des poils te font te remettre en question à tel point que tu te dis, là, je suis pas professionnelle. Donc je me suis épilée, mais donc ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai un souvenir un petit peu après le confinement où là donc je suis plus du tout épilée. Je suis sur la plage avec ma meilleure amie et il y a 2 filles à côté de nous. On s'était pris des transats, on s'était fait plaisir. On était sur la Côte d'Azur, donc les femmes étaient maquillées sur la plage, brushing, maillot de marque. Et en fait, il y avait 2 nanas de mon âge à côté qui n'arrêtaient pas de me regarder et de faire pia comme ça. Je me rappelle d'avoir mis mes bras derrière ma tête et donc on voyait mes aisselles. Et alors là, le regard et pia devant moi. Vraiment ambiance harcèlement comme à l'école. Et j'ai dit à ma meilleure amie le soir en rentrant, mais j'ai envie de m'épiler là en fait, parce qu'elles m'ont fait me sentir moche, sale, dégoûtante. J'étais pas bien et en plus j'avais pris du poids et j'avais eu une réflexion d'un proche qui m'avait dit « Ah non, là le gros ventre plus les poils dessus, c'est pas possible ». Après cette fameuse journée sur la Côte d'Azur à la plage, je vais pas m'épiler, je vais pas céder. En revanche, je vais faire une vidéo « Les filles ont des poils à la plage ». C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et c'est juste moi sur la plage, sous le soleil de la Côte d'Azur, qui monte mes poils à différentes parties. Et alors, ce truc m'a totalement échappé. Il a fait 1,8 million de vues, que pratiquement, je dirais, à 90% des commentaires négatifs. Et des commentaires surtout qui appellent à mon suicide. Tu ferais mieux de te suicider, on n'a pas besoin de nana comme toi. Et aussi, alors ça, c'est des commentaires de femmes, tu sais, qui viennent se taguer les unes et les autres en mode « Ah, c'est toi hier, Chewbacca avant l'esthéticienne ». Ça me faisait de la peine, je peux pas leur en vouloir. C'est tellement dur de se séparer de tout ce qu'on nous met dans la tête depuis toute petite. Regarde, même les pubs pour les rasoirs, les femmes se rasent sur une peau sans poils. Les plus difficiles, c'est les remarques de nos familles et surtout de nos mamans qui disent que c'est laid, que c'est sale, qu'elles ont honte de nous quand on est en public avec des poils à tel ou tel endroit. Fais attention, faut pas qu'on voit. En fait, on n'arrivera pas à s'en sortir tant qu'on n'aura pas expliqué à nos mamans, mais qu'en fait, c'est notre corps et qu'elles ont subi beaucoup d'injonctions et qu'elles nous les ont transmises aussi, mais que nous, ça y est, ça suffit. Je me souviens d'avoir assisté à encore une énième remarque de mon père qui faisait des remarques à ma mère sur sa pilosité, donc au niveau du dessus des lèvres, donc la moustache. Et il faisait ce petit geste où il montre du doigt la moustache et il faisait un petit bruit avec ses dents, comme un sifflement, comme ça, pour dire faudrait s'en occuper. C'est pas possible qu'à 72 ans, elle soit encore critiquée par son mari et père de ses enfants. Et jusqu'à quand, en fait ? Jusqu'à la tombe ? J'ai vraiment eu la chance, entre guillemets, que ma mère m'ait dit, très jeune, méfie-toi d'un homme qui veut que ton sexe ressemble à celui d'un enfant. Le poil, normalement, c'est le marqueur de puberté, c'est ce qui montre qu'une femme grandit. Pourquoi on est dégoûté ? Ça pose la question d'une société qui est pédophile, en fait. Il faut oser mettre le mot. On a été, dans les années 90-2010, au paroxysme, en fait, de la négation du corps des femmes qui grandissent, en fait. Au moment où je suis devenue maman, l'épilation, c'est devenu aussi du regard de mes enfants. Hein, quand elle avait 4 ans et qu'elle me demandait « Tu fais quoi, maman, là ?» Mais t'as envie de lui dire répondre quoi ? Enfin voilà, il y a eu des trucs où moi, mon cerveau, il a bugué. Mais maintenant, on en discute. Je leur parle toujours du regard de la société là-dessus, de l'injustice que c'est, mais en même temps, des fois, c'est plus confortable. Et du coup, elles se font leur propre avis, quoi.
Là, actuellement, ce qui me fait très peur, c'est donc l'épilation la définitive, qui est en train de se démocratiser complètement, parce que maintenant, ça coûte 100 € un épilateur à lumière pulsée. Et je me dis qu'en fait, ça crée la possibilité pour les jeunes filles de pas du tout questionner cette épilation, de le faire sans douleur et de le faire rapidement et pour toujours. Et je me dis que ça nous dépasse là. On dira par exemple à nos filles, oh, bah, tu sais quoi, fais ça, et puis tu seras tranquille, je te le paye, si tu veux. Parce que tu n'auras pas à souffrir, tu passeras pas par l'épilation comme moi qui m'a fait tant de mal. Mais du coup, ce sera encore plus normalisé, quoi. Alors qu'on pouvait s'unir quelque part contre l'épilation qui fait mal. 70 ans de combat pour encore aujourd'hui s'épiler sous les bras, serrer les dents, un peu gémir en arrachant les bandes de cire. Avec Julie, Amandine a participé à l'écriture d'un livre collectif, L'égalité à un poil près. Elle a aussi organisé une exposition photo représentant une diversité de femmes poilues. Ça s'appelle Soyeuse. Victoire a quitté la politique et elle est aujourd'hui dessinatrice. Elle représente des femmes poilues sur sa page Instagram, Les Dessins de Vicdou, et elle a aussi publié une bande dessinée, Les Poils de la colère. Souad, l'esthéticienne, se lance dans le stand-up. Son premier texte parle de l'épilation du sillon interfessier. Quant à Louisa, elle est l'autrice d'un podcast sur le célibat, Single Jingle Podcast, et elle s'épile encore les sourcils. Moi aussi d'ailleurs, et je le fais tous les mois chez une esthéticienne. Je trouve que ça met en valeur mes yeux. Je commence aussi à avoir des poils sur le menton, et malgré toutes mes réflexions, cela me révulse. J'en ai terriblement honte. Parce que, comme de nombreux autres sujets concernant nos vies et dont nous parlerons prochainement, la sexualité, le rapport à nos mères, à nos familles, nous négocions en permanence avec des normes puissantes. Nous faisons des tentatives, nous avançons et nous reculons, nous naviguons. Et il me semble que faire ce voyage à plusieurs le rend bien plus doux. Au début de l'adolescence, je ne supportais pas mes poils. Je passais des heures à les épiler. Je ne sais plus ce que je combattais. Aujourd'hui, je les trouve tellement beaux. Le genre de beauté solide qui rassure et qui ancre. C'est comme la terre. Le paysagisme des années 80 s'acharnait à laisser la terre nue autour des plantes. On appelait ça faire propre. On mettait du Roundup. Aujourd'hui, c'est de plus en plus à la mode de laisser les herbes libres s'installer où elles veulent, autour des plantes, dans les parterres. Ou de planter d'autres petites plantes comme couvre-sol. Camille Cornu, photosynthèse. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Accompagnement éditorial, Sarah Bénichou. Illustration, Anna Vandagogussé. Merci à Nati, à Estelle Brochard, autrice de la conférence gesticulée Le poil incarné, aux autrices du livre La haine du poil. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un podcast à soi. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute avec Un livre à soi ou le documentaire Belle à tout prix de Delphine Salten sur Arte Radio. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.